Laurent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais prendre mes chapitres un par un. On a déjà fait la 6e République, donc on passe au suivant. Ça s'appelle partager la richesse. Bon, eh bien, on commencera par augmenter. Hein? Pourquoi ça vous va? Ça c'est bien, non? Alors, on change la fiscalité. Ça c'est le modèle le plus simple. Tout le monde le comprend. Évidemment, il faut augmenter les salaires, mais on va d'abord parler de la fiscalité. Aujourd'hui, la fiscalité fait ployer la classe moyenne, c'est-à-dire les uns payent rien, au milieu ils payent tout, et puis à l'autre bout ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sauver, carapater à la première occasion, partir en Suisse ou ailleurs ou en Belgique. Alors ça, évidemment, pour eux, la fête est finie avec moi, puisque j'établirai la taxation différentielle. C'est un truc que les Américains ont inventé, ils se font respecter, vous savez, ils téléphonent dans les banques françaises et ils demandent, ils exigent des banques qu'elles disent quand il y a un soupçon d'américanitude. Donc un Français est taxé partout dans le monde, où qu'il soit, sur tous ses biens. Alors, il est taxé de la façon suivante. On ne va pas non plus l'assassiner. Hein. Bon, il est taxé de la façon suivante. Il paye ses impôts dans le pays dans lequel il se trouve. Ben, c'est normal. Mais ensuite, il faut voir si ça correspond. Qu'est-ce qu'il aurait payé en France avec ce qui reste? Eh bien, on le taxe là-dessus. C'est mon cas. Comme député européen, je suis taxé d'abord à l'Europe, et puis ensuite, je déclare mes revenus au fisc français, qui fait la différence. Si j'ai trop payé, il m'ordonne. Si j'ai pas assez payé, il m'en prend. Et je trouve ça très bien. De cette manière-là, on oubliera le fantasme de toute discussion sur la fiscalité, qui est de dire il y a ceux qui vont se sauver. Ben, ils se sauveront peut-être, mais ils iront pas loin. En tout cas, pas du point de vue du fisc, parce que nous les rattraperons. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous redoutez un moment panique à bord, comme il y a pu avoir en 1981, quand la gauche est arrivée au pouvoir, et que ça a été stupeur et sidération? Quand on parle des 100 jours... Le franc. Voilà. Quand on parle des 100 jours, est-ce que vous imaginez ce type de réaction-là? C'est possible, il y a toujours des gens étranges. Hein. Je me rappelle, en 81, on en a attrapé à la frontière. Oui, qui partait avec les valises. Oui. Bon, bah, on emmène, comme disait Danton, on n'emmène pas la patrie à la semelle de ses chaussures. Au bout de 2 ans, ça a été machine arrière toute. Vous êtes quand même revenu. Enfin, vous n'étiez pas au gouvernement. Mais j'étais déjà dans la course, j'étais militant. Il y a eu, on remet, on rentre dans le rang. On a eu la même chose avec votre ami Tsipras en Grèce. Non, même après son référendum, il a dû rentrer dans le rang, Alors, reprendre l'austérité. Donc, au bout de combien de temps Mélenchon rentre dans le rang? Vous allez, d'abord, soyons méthodiques pour ne pas tout embrouiller. En 1981, il était possible de conspirer contre la monnaie française. Nous avons eu 4 dévaluations, un contrôle d'échange et quoi encore, un emprunt forcé. Je le dis pour tous ceux qui continuent tant d'années après de s'ébahir du fait qu'en 1983, il ait fallu adapter la tactique. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur le Parmentier, ce qui m'étonne beaucoup, car vous êtes amoureux de la vérité, nous n'avons strictement rien changé. C'est-à-dire que tout ce qui était pris, on l'a gardé. Et c'était ça l'objectif. C'est-à-dire que tout ce qui a été nationalisé est resté nationalisé. Les augmentations de salaire sont restées, les augmentations de minima sociaux sont restées. Mais on a mis le doigt dans un engrenage, j'en conviens, qu'à l'époque on ne connaissait pas. Bon, maintenant on le connaît. Mais justement, entre-temps, nous avons eu l'euro. Et moi, je réagis sur la question de l'euro comme le représentant d'une grande économie du continent, et qui ne s'effacera pas comme ça. Les Allemands, c'est 20% de l'économie du continent, ils vendent surtout des voitures et des machines-outils, et les Français, c'est 18% qui vendent un peu de tout et fabriquent un peu de tout, quand leurs gouvernants ne vendent pas les usines aux autres. Bon, nous voilà tels que nous sommes. Et dans cette situation, nous avons les moyens de faire entendre notre voix, et c'est ce qui se passera avec moi. Jean-Luc Mélenchon, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dire, pardon monsieur Demorand, mais vous ne pouvez pas dire harmonieusement la parole. Ce ne sera pas comme Tsipras, parce que Tsipras c'est 2% de l'économie européenne, et au demeurant, il a eu tort de céder, mais il lui manquait cette expérience du rapport de force, qui est peut-être inhérente à mon mauvais caractère, que vous soulignez tout à l'heure, mais moi je ne me laisse pas faire. Donc on ne m'impressionne pas, et si j'avais été Tsipras, même avec 2% de l'économie européenne, j'aurais dit, en jetant de grosses larmes, je suis désolé, j'adorerais payer, mais je ne peux pas. Donc décréter la banqueroute de la Grèce, je m'en vais. Eh bien, à ce moment-là, les Français payaient 40 milliards et les Allemands 65. Je vous garantis que Mme Merkel aurait couru dans le couloir pour rattraper M. Tsipras et le ramener à la table en lui disant « Attendez, on va arranger ça. » Et on peut arranger ça. On peut maintenant parler, si vous voulez, des difficultés financières de l'Europe, c'est peut-être le moment de le faire, mais franchement, quand on en est à voir le banquier central, imaginez qu'il donne tous les mois 60 millions de SMIC aux banques, parce que c'est ce qu'il fait en donnant 80 milliards tous les mois, vous le savez comme moi, monsieur le Parmentier, qui ne donne aucune espèce de résultat. Pardon de vous dire qu'un Mélenchon qui arrive là,
quand il dit c'est pas la bonne méthode, ben, vous avez les gens qui écoutent, ils se disent, ah, il a peut-être raison quand même. Non, Nathalie Saint-Cric, pardon. Oui, Je veux bien parler. à propos de l'attitude Oui, c'est tout à fait compréhensible. À propos de l'attitude de chacun, quand le Mélenchon arrive et qu'on se calme, il y a un certain nombre de choses qui semblent un peu idéalistes, voire naïves dans votre programme. Je parle notamment des réfugiés. Il y a en tête de chapitre une phrase qui est « éviter aux migrants de devoir fuir leur pays ». On est tous d'accord. La suite, c'est arrêter les guerres par une diplomatie active. Est-ce que vous ne pêchez pas régulièrement en rêvant d'un monde merveilleux, pas forcément financé, ou vous pensez que simplement quand vous allez arriver, eh ben, les migrants ils vont rester chez eux? On comprend bien ce que ça veut dire, mais est-ce que c'est pas un peu facile d'avoir un programme comme ça? Oui, arrêter les guerres, c'est vraiment un exercice très facile. Vous avez qu'à voir ce qui se passe. Non, mais Madame Saint-Cric, il y a deux possibilités. Vous en avez expérimenté une, pas vous, pardon, mais on en a expérimenté. Ils ont expérimenté pendant plus de 15 ans une méthode. Hein, voilà. On prend les gens, on les jette à la mer, on les bloque si on peut, accord de Dublin, chacun se débrouille avec les gens qui arrivent sur leur côte, etc. Et vous voyez, ça marche du feu de Dieu. Hein. Non, il n'y a rien qui marche. C'est une aberration et nous aboutissons à des horreurs du genre la jungle de Calais, des milliers et des milliers de gens sur les routes en train de marcher avec les gosses dans les bras et se faisant matraquer à chaque frontière, etc. C'est quelque chose qui est subi, c'est pas quelque chose qui est choisi. Même si vous arrivez, vous n'allez pas les forcer à rester chez eux. Prenons les choses dans l'ordre. On peut peut-être essayer autre chose qu'à intervalles réguliers d'installer des barbelés, de creuser des fossés et de mettre des murs. On peut peut-être essayer autre chose. Mais j'en conviens. Vous pouvez en rester où vous en êtes, parce que c'est ce que proposent de faire les autres. Hein, on n'a pas compris. Ils ont fait du développement en Afrique. Vous savez très bien qu'il y a des aides bilatérales pour maintenir les gens en Afrique. C'est très précis, mon affaire. Arrêter les guerres, c'est une chose très précise. C'est un travail de diplomatie. Il faut arrêter les guerres, on sait le faire. Si on discute des problèmes qui se posent, aussi longtemps qu'on fait semblant de croire qu'en Syrie et en Irak, le problème de la guerre, c'est la religion, on n'arrivera à rien. Parce que le problème de la guerre en Irak et en Syrie, ce n'est pas la religion, ce sont les gazoducs et les oléoducs. Si on s'assoit autour de la table et qu'on dit, vous autres les Qataris, au lieu de vous cacher là-bas derrière, vous autres les Saoudiens, au lieu de vous cacher, vous les Turcs, au lieu de faire semblant, venez parler de ce qui nous intéresse tous, parce que nous ne supportons plus cette guerre. Il n'y a pas de gazoduc, Monsieur Mélenchon, il n'y a pas de gazoduc en Afghanistan, il n'y a pas de gazoduc au Mali, Monsieur le Parmentier, vous me décevez cruellement. Vous me décevez cruellement. Il n'y avait pas de gazoduc en Afghanistan. Ben, c'est que vous n'avez pas compris le sens. Il faut passer au-dessus. Exactement. Et tout le monde se battait pour savoir si ça traverserait d'un côté pour aller en Inde ou si ça irait du côté de la frontière méditerranéenne. La guerre d'Afghanistan n'a pas d'autre raison d'être que celle-là. Des guerres impérialistes. Ce sont des guerres traditionnelles pour l'accès aux matières premières, pour l'accumulation de la richesse. Et dans l'affaire de la Syrie, c'est tout à fait ça au point de départ. Et on prend cet exemple, la guerre. Vous voyez, j'ai été choisir le dossier le plus embrouillé, la guerre d'Irak et de Syrie, dans laquelle chaque jour, vous les journalistes, vous êtes obligés de tout réexpliquer pour expliquer pourquoi le Turc qui hier était un allié, le lendemain devient un faux frère, pourquoi un jour ils tirent sur les Kurdes qui combattent Daesh tout en prétendant qu'ils combattent les islamistes. Bon, tout ça, c'est tellement compliqué que les gens finissent par se dire, oh, tout ça, c'est bien lointain. Mais moi, je dis, ces guerres doivent s'arrêter. Et la France de M. Mélenchon fait quoi? La France de M. Mélenchon fait quoi? Vous dites, je sors de l'OTAN. Est-ce que vous êtes une France qui intervient ou une France qui se replie ou qui joue son rôle à hauteur de sa population et de sa richesse dans le monde? Non. Le rôle de la France est considérable. Du fait de sa richesse, nous sommes la 5e ou la 6e puissance du monde, ne l'oubliez jamais. Deuxièmement, nous sommes bien armés, bien équipés pour intervenir. Alors donc, c'est pas le sujet. S'il vous plaît, Arnaud. Bon, alors attendez. Je viens de prendre le cas des guerres. J'ai pris le cas des guerres. Maintenant, il y a un autre cas qui nous concerne directement au niveau européen, c'est les accords que nous passons avec les pays africains. C'est-à-dire des accords où l'Europe exporte son modèle économique. Elle le dit, c'est écrit dans son traité, n'est-ce pas? Elle exporte le libre-échange et elle l'impose à des pays qui ne sont pas en état de résister. Les Européens, au début, on faisait l'Europe pour ne pas faire comme les Américains. Maintenant, nous faisons pire qu'eux. C'est-à-dire que nous imposons à tous ces États d'abattre leurs droits de douane, nous leur imposons d'accepter nos marchandises qui arrivent en masse, exterminent les cultures vivrières, les gens partent des campagnes pour aller aux villes, nourrissent des flots d'immigration considérables. Nous pouvons faire l'inverse. Et pour le faire, il n'y a pas besoin d'aller avec notre petite tirelire qu'on irait casser. Tous ces gens ne demandent pas notre pitié. Ils demandent de l'aide sur un point très précis, qu'on leur donne premièrement de l'énergie, et nous sommes capables de le faire, l'énergie solaire, les autres formes d'énergie, et deuxièmement, les crédits qui permettent d'équiper. Et donc tout ça est simple à régler, sauf que c'est absolument contradictoire avec le libre-échangisme, la liberté de circulation des capitaux et la domination des grandes multinationales sur le monde, notamment celles qui sont sur les céréales, sur les... Jean-Luc Mélenchon, j'ai le pire rôle sur ce plateau qui est celui de tenir l'heure et d'essayer